On peut commencer. Donc, on va commencer la session par vous présenter notre groupe avant d'introduire du coup notre invité d'exception. Donc, Oh, j'ai ma souris qui ne fonctionne pas ou j'ai un petit retard. Ah, ça y est. On est un petit groupe environ de 10 chimistes médicinales. Donc, on est le Young Medchem Forum. On fait partie de la Société de chimie thérapeutique de France. Et on a à peu près voilà, 10 chimistes médicinales à travers la France, en industrie et également en académique. Donc, en quelques mots, donc, on a vraiment ce groupe a été créé en 2022 et a pour objectif d'aider les étudiants et les jeunes chimistes à s'informer sur les métiers de la chimie thérapeutique et voilà, vous guider, on va dire, dans vos carrières. Donc, on est vraiment là pour vous aider. Donc, on a plusieurs actions principales. Donc, on va avoir les discussions en ligne, donc par exemple qu'on va faire aujourd'hui, donc les Ask Me Anything, et vous pouvez avoir accès sur le site de la SCT et via YouTube à toutes les sessions qui ont été enregistrées auparavant. On a également une activité de mapping, donc en chimie, où on répertorie en fait en chimie médicinale tous les masters, les laboratoires académiques et également les entreprises. Donc je vous encourage vivement à aller voir en fait sur le site de la Société de chimie thérapeutique de France parce que le mapping des entreprises vient juste d'être mis à jour. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir. On a également une activité de mentoring qui est vraiment pour les étudiants en master et en première année de thèse, où vous pouvez avoir la chance d'être accompagné par une personne industrielle ou une personne académique, selon voilà, votre choix pour vous aider dans votre développement de carrière. Il y a également une activité qui s'appelle My Publication at the Glance. Et c'est vraiment une super opportunité pour les doctorants ou les post-doctorants. Si vous avez une publication qui montre votre travail, où vous êtes voilà, dans les auteurs, premiers auteurs, et que vous voulez partager en fait cette publication avec tout le monde. Donc, au final, c'est une petite vidéo de 5 minutes où vous pouvez nous faire part de votre travail. Et après, donc, du coup, qui est mis sur le site de la SCT et également sur LinkedIn. On fait également des apparitions avec le groupe dans différentes conférences, donc souvent aux Journées Jeunes Chercheurs, donc par exemple qui s'est déroulé au mois de février cette année, et également au RICT qui se dérouleront prochainement en juillet à Paris. Et on a plusieurs activités pour du coup vous aider et vous montrer un petit peu les différents types de carrières. Donc, on organise des sessions carrières avec des personnes qui viennent voilà, de l'industrie, qui viennent également des milieux académiques, de biotech. Et c'est vraiment une opportunité pour vous de pouvoir discuter, on va dire, en petit comité avec ces personnes-là. On organise également des sessions posters où vous pouvez voilà, présenter votre travail. Également, on fait partie parfois voilà, des jurys de communication orale et on organise des interviews et des CV, on va dire, factices pour pouvoir en fait vous aider dans la préparation voilà, de vos futures interviews. Euh, donc vraiment, toutes ces activités sont vraiment là pour vous aider. Et si par exemple, vous avez également d'autres idées d'activités qui pourraient vous aider, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Euh, et n'hésitez pas non plus à adhérer voilà, à la SCT. Donc, quand vous êtes étudiant, le prix de l'adhésion est vraiment très, très bas. C'est justement pour vous permettre de pouvoir adhérer facilement et ça peut vous donner voilà, accès à différentes actions et notamment également des réductions pour les conférences, par exemple. Vous pouvez également nous suivre du coup via plusieurs réseaux sociaux. Donc, il y a LinkedIn,
va y avoir le site de la SCT, Twitter, voilà, sur YouTube où vous pouvez retrouver toutes les sessions que nous enregistrons. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez plus besoin d'un accompagnement, de nous contacter également par email. Donc aujourd'hui, vous êtes tous réunis pour pour la session Ask Me Anything. J'ai pas forcément accès pour, on va dire, couper, on va dire, les micros de tout le monde ou les caméras de tout le monde. Donc, vous demandera pendant la présentation de couper vos caméras, couper vos micros. Mais par contre, après, donc du coup, à la fin de la session, vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez à notre invité et allumer votre caméra si vous le souhaitez au même moment. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, également les poser par le chat et après, on pourra les revoir ensemble. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Vincent Guérin, qui est un senior scientist chez Signature au Canada, et il va nous présenter son parcours et le métier de project manager dans l'industrie pharmaceutique qu'il occupe aujourd'hui. Donc Vincent, c'est à vous. Merci beaucoup. J'aimerais commencer déjà par vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et merci à vous tous d'être présents. N'hésitez surtout pas lors de la période de questions, ou même après, si vous voulez me contacter. Vous avez d'autres questions sur moi-même ou ma compagnie, sur le job que je vais vous présenter. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera toujours plaisir. Donc, je voudrais commencer par mon parcours. Je pense que ça va être le plus simple pour remettre un petit peu en contexte comment je suis arrivé justement au Canada chez Signature Discovery en tant que, on va dire, project manager. Donc, j'ai commencé, mon premier diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme d'ingénieur en chimie organique et pharmaceutique à Rennes. Désolé. À la suite de l'obtention de ce diplôme, j'ai effectué quelques mois à Kyoto, au Japon, en tant que chimiste de synthèse. Donc, ça a été ma première expérience en réalité, toujours en académique, mais en dehors des études. C'était vraiment un travail, puis avec des horaires assez intenses, en 9h, 21h du lundi au samedi, non payé. Mais j'avais ce désir d'étudier à plusieurs endroits sur la planète. Donc j'avais fait des études en Europe, en France. J'avais envie d'essayer l'Asie et l'Amérique du Nord, et donc le Japon me permettait de travailler en Asie. Le travail était quand même assez intense, mais j'ai obtenu ma première publication à vie au Japon. Donc c'était quand même une très bonne opportunité. Ensuite, j'avais le désir d'obtenir un doctorat en chimie pharmaceutique et on m'avait expliqué que c'était absolument nécessaire. Quand on travaillait en chimie organique, c'était nécessaire d'avoir un doctorat. Le problème, c'est que en mon temps, ça me rajeunit pas de dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est encore d'actualité pour vous, il y avait des difficultés avec un diplôme d'ingénieur à obtenir un doctorat, en tout cas à commencer un doctorat. C'était beaucoup plus facile de passer d'un master à un doctorat. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à l'ENSCR, en fait, de faire ma troisième année d'école d'ingénieur à l'étranger. Et ça me permettait, avec l'Université de Sherbrooke au Canada, d'obtenir à la fois mon diplôme d'ingénieur, mais aussi le master en chimie pharmaceutique de l'Université de Sherbrooke, ce qui me permettait en fait de faire un pont vers mon doctorat facilement. Il s'est avéré qu'au la suite de cette année de master, ça a très très bien cliqué avec un professeur sur place, le professeur Claude Legault, qui m'a proposé un sujet de thèse que je trouvais extrêmement intéressant. C'était tout à fait ce que j'avais envie de faire pendant mon doctorat. Et aussi au vu de mes bons résultats lors de l'année de master, j'ai eu une bourse au mérite qui finançait 3 ans de mon doctorat. Donc voilà, les étoiles étaient alignées. À savoir qu'un doctorat au Canada, en tout cas à l'université de Sherbrooke, c'était en 4 ans. Il n'y a pas d'école doctorale, donc c'est vraiment différent par rapport à notre gestion en France. Ce qui explique pourquoi ça a duré aussi longtemps. Mais il y a eu aussi, à la fin de ce doctorat, l'arrivée du Covid, qui, bah, j'imagine que ça a été compliqué pour tout le monde, vous y compris, a un petit peu chamboulé les choses. Ce qui a fait que j'ai eu mon doctorat en 5 ans, donc ce qui est 2 ans de plus qu'un doctorat, je crois, classique en France. Toujours est-il que c'était des années absolument exceptionnelles au Canada. J'ai fait mon doctorat sur la conception de ligands pour la synthèse organométallique. J'ai obtenu plusieurs papiers, dont un qui a fait la couverture de Organometallics. Euh, et
à la fin, lorsque le Covid est arrivé, qu'on était tous confinés, j'ai commencé à chercher un travail pendant que j'étais toujours en train de rédiger ma thèse, de présenter ma soutenance que j'ai d'ailleurs fait à distance, qui est maintenant, en y repensant, un petit peu triste. J'ai commencé mon travail justement chez Newchem Sciences, qui était l'une des grandes CRO à Montréal de disponibles. Donc CRO, c'est en fait une compagnie qui une société de recherche par contrat, c'est-à-dire qu'on a des clients qui nous offrent des contrats, on les signe et on travaille pour ce client. Donc il n'y a pas de recherche interne, on fait la recherche de clients. Donc c'est un détail important pour expliquer ce que Newchem est capable de faire. Et j'ai commencé chez eux en 2020 en tant que chimiste de synthèse. Donc dans le lab, à synthétiser des composés pour mes clients. Pendant la période de questions, on pourra y revenir un petit peu plus en détail si vous voulez, parce que c'était quand même très intéressant comme premier travail. J'y ai travaillé pendant 3 ans en tant que chimiste de synthèse, donc j'ai évolué dans la compagnie de chimiste de synthèse à chef de projet scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui va manager une équipe, qui va s'assurer que chaque chimiste a effectivement sa cible à obtenir. Euh, et enfin, en 2024, il y a eu l'acquisition de Newchem par Signature. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux cartes différentes, mais en fait, mes collègues étaient les mêmes, la boîte était les mêmes, les locaux étaient les mêmes. C'est vraiment une acquisition. Donc, Signature Discovery, qui est une compagnie basée en Angleterre à Nottingham, a acquis Newchem Sciences, devenant ainsi la plus grande CRO en Amérique du Nord, il me semble. Et donc, Signature Discovery est une compagnie qui fait de la recherche de médicaments, du drug discovery. Et au moment de cette acquisition, j'ai eu l'opportunité de devenir justement project manager, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, j'ai maintenant un petit peu l'opportunité de vous présenter Signature Discovery. Donc, c'est une grande compagnie maintenant, si on prend justement toutes les sites basés en Europe et les sites basés en Amérique du Nord. On est plus de 900 membres, dont 700 scientifiques, avec, comme on voit ici, à peu près 70% plus qui ont des doctorats. C'est toujours une CRO, donc une société de recherche par contrat, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont à travers le monde. On voit que la plus grande concentration de nos clients sont soit en Amérique du Nord, soit en Europe, mais on en a aussi qui sont sur la côte ouest ou en Asie. Et le rôle de Signature, justement, c'est de faire du drug discovery pour ses clients, généralement ce qu'on appelle du early stage, donc c'est le développement de lead pour les clients. Je veux bien, next slide s'il vous plaît. Et la particularité de Signature Discovery par rapport aux autres CRO, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des projets intégrés. Alors, je vais prendre un exemple un petit peu ici, donc je vais être très en surface. Mais imaginez, vous êtes une grande compagnie pharmaceutique, vous devez concevoir un médicament. Euh, Vous allez devoir sous-traiter plusieurs de vos opérations. La première, c'est que vous allez avoir besoin d'une équipe de chimistes qui vont tout simplement synthétiser les molécules. Vous allez avoir besoin d'une équipe de biologistes qui vont tester ces molécules in vitro pour voir est-ce qu'il y a une réponse, est-ce que cette molécule est active. Ensuite, vous allez avoir peut-être besoin d'une équipe de pharmacologie in vivo. Donc, ils vont tester vraiment la molécule dans l'animal pour en voir les effets. Et donc, toutes ces sous-traitances-là vont avoir un coût opérationnel, mais aussi un coût d'entente entre les différents groupes. L'objectif de Signature, c'est de vraiment centraliser chacun de ces départements. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Signature, il va y avoir une équipe de chimistes, une équipe de biologistes, une équipe de in vivo, une équipe de protéines, une équipe de DMPK. Ce qui fait que quand un client arrive avec un projet de conception de médicament, Signature est capable de faire toutes les étapes de fabrication d'un médicament jusqu'à la sélection d'un candidat. Et cela sur en fait une vaste bibliothèque de cibles thérapeutiques. Donc, on a des projets qui sont en oncologie, en neurosciences, maladies infectieuses, métabolisme, immunologie. Donc, c'est vraiment un large panel de cibles. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que maintenant, à l'interne, on a des équipes qui sont nombreuses. Imaginez par exemple un groupe d'une trentaine de chimistes qu'il faut gérer. Donc ça, c'est le travail du chef de projet scientifique. Mais maintenant, vous avez aussi peut-être 5 biologistes, puis 2 in vivo, puis un DMPK, puis toute l'équipe financière, puis l'équipe d'IT. Et tout ça, en plus le client en plus, et tout ça, généralement, on a eu besoin en fait de quelqu'un qui soit à la frontière de tous les différents départements
Donc, qui fait la liaison, qui fait la communication, qui assure que le projet se passe bien. Et ça, c'est effectivement le rôle de project management. Et donc, c'est le rôle que j'ai commencé à faire lors de l'acquisition de Nukem par Signature. C'est de faire en sorte que tous ces départements-là à l'interne, en fait, ils se parlent. Prochaine étape. Euh, donc, c'est en fait pour expliquer le rôle de project manager. Donc, ça, c'est un peu une slide que je trouve brute, parce que c'est difficile à comprendre exactement sans être dedans. Mais imaginez un petit peu le début d'un projet où vous avez un client, des fois des grandes compagnies pharmaceutiques américaines qui viennent avec un projet, qui viennent avec la promesse d'un gros contrat avec beaucoup d'argent à la clé, mais aussi un budget serré, des timelines serrés, et vous avez plusieurs du coup départements à gérer. Le rôle du project manager au milieu de tout ça, ça va être d'être déjà sûr que le client est entendu, écouté et satisfait, que l'entièreté des directeurs de votre compagnie à l'interne, donc de signature, soient au courant de ce qui se passe et soient actifs, soient vraiment des acteurs dans la bonne réalisation du projet. Et ensuite, vous devez faire en sorte que l'entièreté de vos collaborateurs scientifiques parlent entre eux. Donc, comme on a dit, on a une équipe de chimistes qui travaillent pour faire des médicaments qui vont ensuite devoir transférer ça à l'équipe de biologie. Donc, à ce moment-là, il faut être sûr que les chimistes parlent avec les biologistes, qu'ils aient tous les documents, toutes les informations dont ils ont besoin pour mener leur science à terme. L'une des façons de le voir, qui est pour moi la meilleure façon d'expliquer ce que un project manager fait à signature, c'est vous devez faire en sorte que les experts restent dans leur domaine d'expertise. Quand vous avez un scientifique, que ce soit un chimiste, un biologiste, qui a passé des années à faire des études, qui a passé des années à devenir un expert dans son domaine, vous ne voulez pas que cette personne, cette experte, passe une semaine à se demander s'il a le droit ou non de facturer je ne sais pas combien au client pour faire sa chimie. Vous voulez que quelqu'un d'autre soit capable de faire ça pendant que lui, globalement, il passe son temps au laboratoire ou alors à concevoir des nouvelles méthodologies pour fabriquer, enfin pour réaliser sa synthèse. C'est exactement ça. C'est s'assurer que les experts restent dans leur rôle d'experts. Ce qui m'amène justement ici, comme je vous l'ai dit, c'est une slide qui je trouve est un peu floue, donc je préfère passer à la slide tout de suite suivante, qui est même à l'interne chez Signature, ce que j'ai commencé à faire beaucoup plus, c'est même avec mes collaborateurs qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Je trouve que c'est la manière la plus simple d'expliquer ce qu'on fait, c'est de parler d'une journée typique. Et une journée typique pour moi, c'est d'arriver le matin et de commencer par trier une cinquantaine d'emails. Bon, ça, c'est un peu une blague que j'ai laissée sur la slide. En réalité, on est plus proche de 250 emails, mais c'est aussi pour vous donner une différence entre un chef de projet scientifique et un project manager. J'avais tendance, quand j'étais chef de projet scientifique, à planifier ma semaine parfaitement. C'est-à-dire que je savais à peu près chaque jour ce qui allait se passer. Voilà. Bon, il y avait des fois des petits problèmes, une purification qui passe pas, qui ralentit, mais bref, chaque jour était bien établi. J'essaye de faire la même chose en tant que project manager, ça marche pas du tout. Dès que j'arrive, j'ai 250 emails avec des urgences qui peuvent être des urgences à l'interne ou des urgences clients, ce qui fait que cette planification-là est beaucoup plus difficile. Donc, la première tâche que je fais tous les matins en arrivant, c'est m'assurer qu'il n'y a pas d'urgence client et s'il y en a, c'est de les prioriser. Ma deuxième tâche, ça va être de m'aligner avec mes équipes scientifiques, voir avec eux, est-ce qu'ils ont des problèmes, quels sont leurs besoins. Généralement, je leur pose trois questions. La première, c'est de quoi êtes-vous fier? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui font un travail qui est extrêmement difficile, en ayant fait des études très longues. Et il faut donc qu'au jour le jour, ils soient fiers des résultats qu'ils fournissent. Deuxièmement, c'est est-ce que vous êtes en train de frapper un mur? C'est-à-dire que dans votre projet, quelles sont vos difficultés? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on présente au client comme la difficulté de la journée? Et le troisième point est en relation avec ça, c'est si vous avez un vœu, par exemple, dans la compagnie, quelque chose dont vous avez besoin, une baguette magique, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce que vous avez besoin en fait pour mener à bien votre projet? Ça peut être, par exemple, ce qui est arrivé dernièrement, une nouvelle machine de purification. C'est arrivé, on se rend compte qu'on sera beaucoup plus productif si le management nous offre une prochaine machine. Et ça va être aussi une de mes tâches de monter cette demande-là à l'équipe financière, au board de direction et leur dire, voilà, il y a eu à plusieurs reprises la demande d'un nouvel équipement de purification.
peut-on débloquer un financement pour augmenter la productivité. Ça fait aussi partie de mes tâches. Après ça, il y a discussion avec le client pour en fait un petit peu tâter le terrain. Est-ce que le client est satisfait, pas satisfait? Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Résolution de projets critiques enfin des problèmes critiques, ça c'est tout au long de la journée. Et ensuite, s'assurer que logistiquement, tout se passe bien, c'est-à-dire que tout avance pour le projet dans la manière dont le client le souhaite. Ce qui signifie qu'en réalité, pour moi, il y a vraiment trois conclusions au travail que je fais, enfin, trois points très importants. Je l'ai dit juste avant, c'est faciliter le travail des experts. Ensuite, s'assurer que le projet va sur la bonne trajectoire. C'est-à-dire que des fois, les chimistes ou les scientifiques peuvent avoir tendance à être très, très, très productifs. Mais est-ce que cette production va dans le bon sens et dans le sens que le client désire? Et donc, le troisième point, c'est encore et toujours la satisfaction du client, parce qu'encore une fois, on est une CRO, on est là pour que le client soit satisfait de notre travail. Donc ça, c'est la conclusion de mon travail. Maintenant, en termes d'urgence, je ne sais plus combien de temps il me reste, je crois que j'ai quelques minutes encore. Donc, j'avais présenté quelques urgences pour rendre ça vraiment concret et vous donner un peu près une idée du travail au jour le jour qui peut arriver avec un client. Par exemple, l'urgence numéro un qui est arrivée, je crois que c'était il y a plus de 2 ans. Non, moins de 2 ans, parce que c'est le problème avec les douanes. Donc, comme vous le savez, dans l'année, il y a eu des changements au niveau des tarifs mondiaux donnés par le, le- le président américain. Ce qui a changé, nous, notre manière de faire des envois de composés, puisque la plupart de nos clients sont en Amérique du Nord, aux États-Unis, et ça a impacté en fait énormément nos coûts d'envoi de composés chimiques. Ça a impacté mon client. Et ça a été notre responsabilité de contacter justement notre service d'envoi de composés, de contacter directement les douanes américaines, de s'aligner, de changer notre documentation pour que les tarifs n'impactent pas le client et ne nous impactent pas, ce qui amènerait en fait à la mort du projet. Donc ça a été par exemple un exemple typique d'une urgence qu'il a fallu faire et qui n'est pas classique, on va dire. Appeler directement les douanes américaines n'est pas quelque chose qu'on fait au jour le jour. L'exemple numéro 2, je trouve, montre bien le type de travail qu'un project manager va faire à Signature, mais aussi la force de Signature en soi. On avait un client donc, qui avait un contrat avec nous, avec Signature, de synthétiser des composés chimiques. Donc le contrat ne prenait uniquement que l'aspect chimique, que l'aspect oui, conception de médicaments, conception chimique des composés. Et il sous-traitait la biologie à une autre compagnie aux États-Unis. Sauf que le client s'est plaint que la biologie prenait trop de temps. Et le problème, c'est que nous, en tant que chimistes, on utilise les résultats biologiques pour concevoir de nouvelles molécules et les envoyer au client. C'est-à-dire que la boucle était beaucoup trop longue pour le client, qui perdait du temps, qui perdait du budget. À la fin de cette réunion avec le client, j'ai appelé le service financier, j'ai appelé le service commercial, j'ai appelé mon service biologique, j'ai discuté avec eux en disant est-ce que les tests biologiques, on peut les faire chez nous? Combien de temps ça prendrait? Combien d'argent ça nous prendrait? Combien de biologistes il faudrait mettre pour être efficace? Et avec le service commercial, on a présenté une offre au client en disant que la biologie pouvait être faite à l'interne, ce qui démontre bien la force en fait d'avoir une compagnie qui fait des projets de manière intégrée. Et le client a accepté. On a maintenant justement une équipe qui est composée de chimistes et de biologistes qui travaillent de concert et qui a énormément accéléré en fait la conception de médicaments et donc le projet, le turnover en fait du client, qui était assez satisfait. La troisième urgence, parce que je voulais vous montrer un exemple qui est un peu éloigné de la science, que je vous ai beaucoup parlé, et même moi encore, des fois, j'ai tendance à me catégoriser comme chimiste. Mais je voulais vous montrer qu'il y a des fois des urgences qui sont complètement séparées de la science. Euh, j'ai un client qui commence avec nous et dans les questions qu'on doit lui poser au début, par exemple, c'est, j'ai une équipe de chimistes, ils vont travailler avec un cahier de laboratoire en ligne. Quel cahier de laboratoire vous voulez utiliser? Nous, on a le nôtre en interne, le client a peut-être le sien, mais à ce moment-là, le client me dit, oh, utilisez le vôtre, pas de problème. Au bout de 6 mois, le client me revient, puis il me dit, oui, on a maintenant optimisé notre cahier de laboratoire interne. On aimerait que vos chimistes en fait migrent sur le nôtre. Et avant ça, je propose au client, je fais d'accord, mais utilisez-moi comme bêta-testeur. Je vais faire un test. Je vais aussi appeler mon service IT. Puis ensemble, on va voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire vraiment agir comme un bêta-testeur.
Ça a été une catastrophe. On a mis, je crois, plus d'un mois à faire en sorte que on ait des accès aux comptes. Alors des fois, ça peut être juste de la sécurité. Vu qu'on travaille avec plusieurs clients, la sécurisation des données est vraiment très importante. Donc ça crée vraiment des complexités au niveau IT. Et le fait d'avoir un project manager qui commence et qui agit en tant que bêta-testeur, ça a fait que les chimistes, pendant un mois, ils continuaient de travailler sur notre cahier de laboratoire interne. On a développé une solution pour le client qui était très satisfait justement de cette solution, ce qui a fait que quand on a migré nos chimistes sur les cahiers de laboratoire, ça s'est fait sans encombre en moins d'une journée et on a réglé même à l'interne pour le client énormément de problèmes d'IT et de problèmes liés à leur cahier de laboratoire. Ils en étaient extrêmement satisfaits. Voilà. C'est trois exemples. Si vous avez des questions sur d'autres, n'hésitez pas. Euh, et ça vous présente un petit peu le travail que je réalise actuellement chez Signature Discovery. Ça a fini ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez surtout pas pour les questions que vous avez. Super, merci beaucoup Vincent pour cette présentation très complète autour de votre parcours et de votre travail actuel. Est-ce que vous avez des questions dans le panel? N'hésitez surtout pas à poser vos questions à notre invité, de mettre vos micros et votre caméra ou de les poser dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole. Mm. Oui, bonsoir Vincent, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une réflexion à faire par rapport à ce que vous avez dit où les biologistes et les chimistes doivent rester chacun plus ou moins dans leur camp, mais à la fin de votre présentation, vous avez dit que tout était lié. Et j'ai un peu un problème avec ça. Et effectivement, c'est vraiment très dur à des moments de marcher dans les zones où des biologistes vont avoir leur expertise et nous, en tant que chimistes, on va avoir notre expertise. Et j'ai un exemple concret. Par exemple, les body pee, qui sont des fluorophores, qui Mhm. vont avoir tendance à se stacker s'ils sont mal dilués ou sans adjuvant. Et j'ai eu un collègue, moi, j'ai pas travaillé directement dessus, mais j'avais un thésard qui travaillait là-dessus, qui était vraiment très frustré par le fait que les biologistes n'arrivaient pas à avoir de résultats concluants sur des molécules qui devraient avoir des résultats concluants, et c'était apparemment juste induit par le fait que les méthodes de solubilisation soient pas bonnes. Et je me demandais réellement comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de problème qui est typiquement interdisciplinaire sans aller heurter les sentiments d'autres spécialistes, parce que nous, en tant que chimistes, on ne peut pas aller mettre les pieds chez un biologiste. Enfin, voilà, comment gérer ce genre de questions entre spécialistes, parce que chacun a sa pierre à mettre dans l'édifice. Tu as mis le point sur un sujet qui est assez sensible et c'est vrai. Euh, la gros en fait du boulot de PM est très politique en fait des fois entre différents départements. Euh, Généralement, comment est-ce qu'on essaye de régler la situation à signature? C'est qu'un projet a une structure bien particulière, particulièrement dans le cas d'un projet intégré. On a généralement ce qu'on appelle un project overseer. Donc je vais essayer de parler français et de pas utiliser les termes montréalais, anglais à tout bout de champ. Donc on a quelqu'un qui va vraiment euh, avoir la gestion de projet en main. Cette personne-là est généralement une personne avec énormément d'expérience, un très grand background en conception de médicaments. En dessous de cette personne, on va avoir ce qu'on appelle tous les leaders. Donc, on va avoir le leader chimique, le leader biologique, le leader d'IMPK, et ensuite les équipes de scientifiques. Et en fait, PM va se mettre à peu près au niveau des leaders des équipes scientifiques pour essayer d'organiser tout ça. Donc, quand on a une difficulté, quand on fait une présentation, comme tu as dit, par exemple, un problème de solubilité, ça, c'est quelque chose qui va être démontré en meeting. Les biologistes vont dire on a un problème, quelque chose qui n'est pas actif. Et ça va être le rôle des leaders, de moi-même, donc des managers de projet, mais ensuite j'essaie de trouver un mot français correct pour dire, mais de l'overseer, de se rencontrer et de voir où est-ce qu'est le problème.
Donc, ça sera pas n'importe quel chimiste qui va être, effectivement, ça risque d'être mal pris d'arriver et de dire, hey, il y a un problème avec comment les biologistes font leur travail. C'est que généralement, c'est remonté à l'interne dans un même département et ensuite les leaders entre eux vont discuter et vont essayer de trouver une solution justement pour régler à cette situation. Et ça peut passer tout simplement par un PM. Donc, par exemple, les chimistes ou les biologistes vont me dire dans ton exemple-là, on a un problème au niveau du résultat qui est mauvais. Ça va être à moi de prendre cette information-là, de le présenter ou d'en parler en chimiste. Les chimistes vont dire, ah, il y a un problème de solubilité, de revenir ça avec les biologistes et ensuite d'amener les deux leaders ensemble et de leur dire, OK, c'est à vous maintenant de discuter, de trouver une solution scientifique à votre problème. Je ne sais pas D'accord, merci si pour la ça t'aide. réponse. Non, non, c'est assez hiérarchisé, mais ce qui me fait peur, c'est justement le temps de réaction par rapport à un projet, par rapport au deadline et ce genre de choses. C'est notre rôle. C'est exactement notre rôle. C'est pour ça que je te dis tous les jours, c'est être capable de regarder quels sont les résultats, de faire, OK, là, il y a un problème, d'aller voir la personne et de dire, OK, est-ce que tu peux m'expliquer ton problème? Comment est-ce que je suis capable de régler ton problème? La plupart du temps, les experts vont juste nous dire, non, non, oui, il y a un problème, on sait comment le régler, il n'y a pas de souci. De temps en temps, ça va être, OK, je ne comprends pas pourquoi le résultat biologique est pas bon. Et là, ça va être amener justement le responsable biologique du projet, de faire, OK, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, trouver une solution. Généralement, c'est très collaboratif. D'accord. Mais ça Ouais. fait que tu es complètement en dehors du laboratoire, de manière générale. C'est ce qui me chagrine un peu. Oui. Je suis, en fait, oui, je t'avouerai que c'est très très dur pour moi, surtout au début, en tant qu'anciennement de chimiste de synthèse, quand les chimistes présentent leurs résultats, de ne pas interjecter, de dire, hey, on pourrait essayer telle chose. C'est pas mon rôle. Ça dépend aussi du leader chimiste. De temps en temps, ce que je fais, c'est que je vais voir directement le leader chimiste en lui disant, hey, j'ai pensé à quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? Donc, au lieu d'avoir une discussion avec l'entièreté de la team, j'ai une discussion juste avec le leader. Et ça, c'est très difficile. Ma formation est en chimie de synthèse, donc c'est normal qu'on ait cette envie-là. Mais oui, je suis complètement en dehors du laboratoire. D'accord. Merci pour les précisions. Pas de souci. On a des questions dans le chat. Mhm. Une première, quels sont les types de clients? Quels sont les types de clients? Ça va dépendre énormément. On a de tout. Et en fait, ça dépend aussi du marché global. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai commencé, on avait tendance à avoir plutôt des petites biotech. Puis ensuite, ça a évolué vers des compagnies qui sont des big pharma, là, dans le top 10 mondial du monde pharmaceutique. Donc, on a vraiment soit des petites pharmaceutiques avec un ou deux chimistes à des grosses pharmaceutiques qui nous demandent des fois des équipes de 50 chimistes. Donc ça, il y a vraiment une très grande variabilité. Du coup, j'ai une question qui est peut-être un petit peu reliée. Vu que là, on parle du client, comment est-ce que vous expliqueriez peut-être les différences entre votre rôle de PM, celui qu'on appelle Alliance Manager et celui de Business Developer? Alors, en fait, Alliance Manager, ça va être très très proche de ce que je fais. D'ailleurs, là, là, pour parler un petit peu plus en détail, lorsqu'il y a eu l'acquisition de Newcam par Signature, il a fallu justement, eux, à Signature en Angleterre, pardon, ils avaient un groupe d'Alliance Management composé de PM. Et il a Mm. fallu justement créer ce groupe-là au Canada. Et j'ai été la première personne au Canada devenant PM, donc faisant non officiellement partie de Alliance Management, mais c'est effectivement très proche. J'aimerais aussi dire que Newchem est une compagnie qui a vu une expansion drastique en quelques années avant son rachat. J'ai plus les chiffres exacts, mais quand j'ai commencé, je devais être le chimiste numéro 60 quelque chose. En l'espace de quelques mois, on interviewait le chimiste numéro 130. Donc, il y a Ok. eu une augmentation drastique. Ce qui a fait que dans ce genre de compagnie-là, les gens ont plusieurs casquettes. C'est-à-dire que oui, tu es chimiste, mais tu es aussi la personne qui va s'occuper de santé-sécurité, la personne qui va s'occuper de l'organisation des composés. Ce qui a fait que quand j'ai commencé mon travail de PM, il y avait autant un rôle de project manager qu'un rôle de operation manager Ok. qui rentre aussi dans le alliance management comme tu le demandes. Il y a une question dans le chat qui est reliée d'ailleurs, je pense, qui est plus par rapport à l'aspect BD. Euh,
les différences avec BD, du coup, c'est avez-vous de l'expérience en matière de collaboration avec des universités ou des entreprises françaises? Comment puis-je obtenir une telle collaboration en tant qu'étudiant en doctorat international de première année en Pologne? Alors, collaboration avec les universités et les entreprises françaises, oui. Je dirais que le groupe de business development est peut-être le meilleur groupe à parler pour ça. Je sais que bah, moi, ayant été à l'ENSCR, donc j'ai eu un pied là-dedans, j'avais quelques connexions avec la fédération Gay-Lussac. Donc c'est vrai que quand on avait, par exemple, des jobs qui étaient ouverts, j'avais tendance à essayer de poster ça sur les sites de la fédération. Mm. Pour ce qui est d'obtenir une collaboration en tant qu'étudiant doctorat international de première année, je te dirais de ne pas hésiter à aller sur le site de signature, prendre contact, présenter ton cas et voir si on peut créer justement un échange entre toi et la compagnie. La compagnie ne sera pas fermée à ça. Je ne peux rien te promettre, mais au moins créer le dialogue et on verra ce que ça donne. On a une autre question. Est-ce que dans les groupes de chimistes, il y a des travaux seulement d'isoler ou d'analyser les molécules? Donc j'imagine qu'on parle de département purification ou analyse. Et Oui. pas besoin, par exemple, de beaucoup de connaissances en synthèse organique. Alors oui, c'est vrai que c'est vrai que j'aurais pu rajouter ce groupe-là dans la liste, mais on a un département de ce qu'on appelle le département de SEP Science, donc c'est tout ce qui est le département d'analyse. On a énormément de machines à disposition des chimistes, certaines machines qui sont en accès libre, donc les chimistes, par exemple les LCMS, donc les chimistes vont arriver, mettre leur échantillon et avoir le résultat en l'espace de quelques minutes. Mais on va avoir des machines bien plus poussées, par exemple de séparation chirale comme des SFC, où là c'est vraiment des spécialistes analyticiens qui vont travailler sur la machine pour les chimistes avec un système de demande, en fait. Donc oui, on a tout à fait des gens qui travaillent en analyse et qui ne sont pas de formation organicienne. Hmm. J'imagine aussi qu'en tant que project manager, de communiquer avec eux pour l'organisation du projet sur le long terme, en termes de sa temporalité, c'est aussi une part du boulot, non? Par exemple, quelque chose qui peut arriver, c'est qu'on a un certain nombre de machines opérationnelles, donc par exemple les SFC. Ça va être de discuter avec le directeur de l'équipe d'analyse qui, lui, va te donner un rapport en te disant, oh, on a une utilisation à 90% des machines. Voilà. Et d'avoir à ce moment-là l'équipe commerciale qui te contacte en disant, on a un nouveau client qui rentre, ça va être tant de chimistes avec une utilisation de la SFC énorme. C'est-à-dire qu'en Ouais. regardant les molécules, on va être capable de dire, oula, va falloir une SFC pour chacune des synthèses. Retournez voir le directeur de l'équipe d'analyse et lui dire, on doit trouver un moyen de financer une nouvelle SFC parce que vous allez être en fait au-dessus des 100% de capacité très rapidement avec l'arrivée du nouveau client. En gros, pour répondre à tes questions, le travail de PM est un travail où il faut être extrêmement proactif sur Mhm. les clients. Voilà. Ouais. C'est essayer d'anticiper les problématiques. Et c'est pour ça que généralement, dans l'équipe de PM, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup dit, on est tous à la base des scientifiques. Donc moi, je viens de chimie organique, on a beaucoup de biologistes en PM aussi, parce que ça nous permet de voir justement un petit peu, de prévoir à l'avance quelles vont être les problématiques liées à un projet et d'essayer de les régler avant que ça devienne réellement des problèmes. Ouais. On a deux autres questions. Je vais poser la deuxième d'abord, juste parce qu'on est dans un souci de thème, mais j'ai pas oublié Oui, celle qui vient ensuite. Avez-vous accès à une RMN pour les analyses? oui, 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 on a plusieurs Et la RMN. libre service, oui. C'est ça. Les RMN étant libre service, on a un passeur. Enfin, on a plusieurs sites au Canada, mais dans mon site actuel, on a en fait un carrousel automatique. On pose notre Oui. échantillon et l'échantillon est traité tout seul. On a deux RMN ici, on a une troisième RMN dans l'autre site à quelques minutes d'ici. Euh, à savoir que dépendant du client, les analyses demandées à chaque étape vont être différentes, mais en général, pour une synthèse totale, c'est-à-dire quand on termine avec un composé qui sera envoyé au client, on a justement un cahier des charges d'analyse qui est assez strict, qui va passer par une pureté qui doit être au-dessus de 95%, testée par différentes tailles et longueur de passage dans la colonne. Il faut une LCMS parfaite, il faut une RMN parfaite, HPLC parfaite. En cas de chiralité, il faut une HPLC chirale qui soit aussi parfait.
Bien sûr, ça dépend du client, mais en règle générale, c'est quand même les points importants. Donc oui, on a un service analytique qui est quand même assez bien au fait de ce qu'ils sont capables de faire. Oui, c'est important. Ouais. Une autre question, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à accepter ce poste de project manager? Et étiez-vous prêt à faire une croix sur le travail de synthèse à la paillasse? Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, alors, en fait, ouais, je suis désolé, je vais un petit peu raconter ma vie, je vais essayer d'aller vite. J'ai eu la chance et la malchance quand j'ai commencé ma thèse d'être un petit peu au creux de la vague. C'est-à-dire quand j'ai commencé, tout le monde est parti. Je me suis retrouvé au bout de 2 mois comme le seul étudiant dans mon groupe. Ma première tâche, ça a été l'installation de nos nouveaux laboratoires. Ça a été la première tâche de ma thèse, ça a été d'installer toutes les hottes, me former en santé sécurité parce que tous les nouveaux étudiants qui arrivaient devaient être formés par moi. J'ai dû organiser l'entièreté du stockroom. Donc, beaucoup de mes premières tâches en thèse ont en fait été des tâches opérationnelles. Oui, Ce qui a fait que quand j'ai commencé mon travail chez Nukem, oui, j'ai commencé en tant que chimiste de synthèse, mais comme j'ai dit, il y avait plusieurs casquettes. J'ai demandé des tâches supplémentaires. J'ai dit, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour s'occuper du stockroom? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un qui doit être sauveteur? Oui, très bien, je vais être sauveteur aussi. Est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un en santé sécurité? Oui, je vais faire partie de santé sécurité. Donc j'ai pris plusieurs tâches opérationnelles en plus de mon travail de chimiste. Ce qui a fait que quand Signature Discovery a acquis Nukem et qu'il a fallu donc promouvoir quelqu'un à l'interne pour obtenir ce poste, j'ai été en fait proposé parce que j'avais déjà un pied dans beaucoup des départements de la compagnie. oui, Ensuite, pour ce qui est de quitter la paillasse, ça a été une grosse question. J'avais quand même l'idée de quitter le laboratoire avant mes 40 ans, tout simplement pour une question de santé. Genre, on travaille des fois avec des choses qui sont particulièrement toxiques. Et j'avais cette idée pour moi-même, en fait, hein, pour ma santé, de aller passer 40 ans, j'aimerais être en dehors du lab. Il y a plusieurs manières de le faire, hein, comme par exemple devenir directeur, devenir chef de projet. En fait, là, le rôle de project manager me donnait cette opportunité-là, puis me donnait aussi une vision opérationnelle d'une compagnie qui était quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, je le réalise parce que je l'ai fait, mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte avant. Quand on est chimiste, on a tendance à être braqué sur la chimie. Quand on est biologiste, on a tendance à être braqué sur la biologie. Et au vu de la question précédente, les deux ne se parlent pas beaucoup. Quand on devient project manager, on a vraiment cette vision ensemble de comment une grande compagnie comme Nukem, comme Signature Discovery opère. Et ça donne un nouveau niveau de lecture en fait de ce qu'est la synthèse de médicaments. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça ne veut pas dire que le bench me manque pas. Ça me manque un petit peu de temps en temps. Euh, mais ce qui me plaisait dans le bench, c'était de régler des problèmes. C'est ce que j'ai réalisé, c'est que j'aimais bien, par exemple, dans le cas d'un chimiste de synthèse, proposer une synthèse au client. Le client accepte une synthèse très difficile, la réaliser en lab, donc réussir à avoir un petit peu du produit final, l'envoyer au biologiste, avoir un résultat très positif et avoir la satisfaction du client. Tout ça, c'était très gratifiant pour moi. Mais finalement, je l'ai retrouvé en tant que project manager en réglant d'autres problèmes. mm, Être capable, là, tout ce qui était ce problème de le cas numéro 2 que je vous ai donné, d'obtenir justement un nouveau contrat en biologie, ce qui veut dire qu'on a des biologistes qui ont maintenant un travail avec un nouveau client, de faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite et voir la satisfaction du client, bah, ça m'a donné cette impression de régler des problèmes, enfin, c'est pas une impression, c'était le cas, qui est tout aussi gratifiante en fait. Donc, c'était dur au début, ça ne l'est plus maintenant. après vous Bah, gardez désolé quand même tout le d'avoir temps. été long dans ma réponse. Ah non, après vous gardez, on a le temps, hein. Après vous regardez tout le temps un contact avec la science de toute façon aussi, c'est Oui. ça qui est sympa. Euh, Prochaine question. Bonjour, si on prend l'exemple de Signature Discovery, à quel type de poste peut prétendre quelqu'un qui a une thèse en chimie médicinale? Et merci pour votre réponse en avance. Très bien. Donc en chimie, on a plusieurs rôles. Généralement, on va embaucher des gens qui ont une maîtrise, donc c'est l'équivalent, c'est master, donc bac plus 5 ou thèse. Il y a bien sûr des positions qui sont différentes, donc research associate, scientist, senior scientist. Dépendant de l'expérience de chacun, donc à l'embauche, ils vont être placés à différents endroits. Mais quelqu'un avec une thèse en chimie médicinale chez nous pourrait être engagé en tant que scientifique. Et je C'est me important. permets, Vincent, Bien ça sûr. peut peut-être être intéressant parce qu'on a une deuxième question. Si vous pouvez peut-être
étendre un petit peu parce que la deuxième question, c'est peut-on rejoindre l'équipe de chimistes avec un master spécialisé en recherche et technique analytique? Alors, Euh, analytique, mais Ça, si je vous ne pouvez sais. expliquer Alors, je vais séparer master, la question thèse, en et deux. puis après, ouais. C'est ça, je vais séparer la question en deux. Ouais, c'est Oui, ça, exact. Ouais. je ne sais pas si ça a changé. Ça fait 12 ans que je ne suis plus en France, donc là, je vais peut-être dire des choses qui ne sont plus du tout d'actualité. Moi, quand j'ai fait mes études, à la fin de mon diplôme d'ingénieur, on m'a dit en chimie organique, sans doctorat, tu feras rien de ta vie. Donc, c'était pratiquement sûr et certain que j'allais faire un doctorat. En arrivant au Québec, la réalité était complètement différente. En fait, la majorité des gens même arrêtent leurs études au master et vont travailler avec un master. Il y a enfin, il y en a qui font un doctorat, mais il y a aussi beaucoup de travail disponible pour les gens en master. Donc, si vous avez un master en chimie organique et que Signature Discovery vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller sur la page du site et de voir s'il y a un poste ouvert pour vous. Pour ce qui est du master en technique analytique, je ne sais pas si on recherche actuellement des gens dans l'équipe d'analyse, mais encore une fois, n'hésitez surtout pas à contacter, à vous faire connaître euh, et à en fait à prendre contact avec les gens. Mais oui, un master en technique et en recherche, enfin en recherche et technique analytique sera toujours quelque chose d'intéressant pour Signature. Quels sont vos meilleurs conseils de motivation pour les jeunes chimistes étudiants? Oh, ah, elle est bonne aussi celle-là. Quels sont mes meilleurs conseils? C'est dans quel sens? De motivation? N'hésitez pas dans le chat à préciser la question si, Ouais. Parce si que vous c'est voulez. très, 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 très large. Moi, je peux déjà pour donner un élément de réponse. Moi, j'ai commencé en chimie parce que ça a été la seule matière où je m'amusais à étudier la chimie. Mhm. J'ai fait donc classe préparatoire pour ensuite rentrer à Rennes. Ça a été très dur et j'étais très mauvais. Pour être honnête, à part la chimie organique, j'étais très mauvais dans tout le reste. Euh, Ce qui fait que personnellement, pour moi, la chimie a toujours été très très drôle de travailler dessus. C'était quelque chose où j'étais capable de me dire, je suis assez bon naturellement dessus, ça me dérange pas de travailler très fort dessus, et c'est quand même très utile. On s'en rend compte, on aura toujours besoin de chimistes organiciens, que ce soit pour la cosmétique, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les matériaux, parce qu'en réalité, le travail de conception de polymères, par exemple, euh, il faut bien fabriquer le monomère, et si le monomère est particulier, bah, il faut un chimiste pour le faire. Donc il y a quand même un très grand besoin de chimistes organiciens pour la société. Et donc tout ça, moi, me drivait, en fait, ça m'a donné vraiment une motivation pour continuer à travailler en chimie organique et en chimie pharmaceutique. Mm. Je ne sais pas Je pense si que c'est c'est... N'hésitez pas à spécifier si vous en avez d'autres, hein, mais c'est globalement, éclatez-vous, vous êtes utile. Ça va... C'est très gratifiant aussi comme emploi. Et les salaires sont corrects. J'ai une autre question, Ouais. une question de géopolitique. Est-il toujours intéressant de postuler au Canada? Oula, là on ouvre une Oui. porte. Alors, j'ai envie de dire que oui. C'est vrai que dans les dernières années, le Canada a durci ses facilités d'immigration. Ce qui fait que ça sera peut-être un petit peu plus, pas compliqué, mais va demander un petit peu plus d'efforts qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait vraiment des portes assez faciles pour un Français d'aller étudier au Canada. Ça l'est toujours par rapport à d'autres endroits dans le monde, mais c'est plus difficile qu'avant. Euh, j'ai été extrêmement satisfait de mon expérience au Canada, vraiment. Que ça soit étudier au Canada, travailler au Canada, vivre au Canada, c'est un très beau pays. C'est très multiculturel. Par exemple, Newcam, on a vraiment des gens de tous les horizons, ce qui donne en fait une ouverture d'esprit énorme, même en termes de sciences, avec des gens qui vont penser différemment, ce qui amène à plusieurs voies pour résoudre un problème. Donc, j'aurais tendance à dire que oui. D'ailleurs, j'ai obtenu la citoyenneté Canada il y a peu. Donc, je suis franco-canadien maintenant officiellement. Donc, pour moi, oui. Si vous avez l'opportunité et si effectivement vous battre un petit peu avec l'immigration n'est pas quelque chose qui vous fait peur, n'hésitez pas. Si vous en avez l'opportunité, le Canada est un très beau pays. Faut aimer le froid, parce que j'imagine que des personnes qui sont déjà allées au Canada doivent réagir. C'est
six mois de neige dans l'année, donc voilà, faut aimer ça. Et la poutine aussi, j'imagine. Ouais. Vous êtes à Montréal même, hein? Montréal même, oui. Ouais. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à ouvrir votre micro. Moi, j'ai une petite question. Oui. Du coup, sur votre parcours, qui au final, où vous étiez voilà, en chimie et scientifique, et donc vous vous êtes, on va dire, formé un petit peu en interne, et par exemple voilà, au HSE qui vous a donné l'opportunité de faire après la gestion de projet. Est-ce que vous avez eu besoin aussi en interne de faire une formation en management, par Alors, exemple? Parce que, on en a, ouais, oui, on a les ok. formations sont offertes. Et là, j'aimerais me permettre d'étendre sur cette question-là. Il y a des formations pour tous les niveaux, à tous les postes. C'est-à-dire que les chimistes peuvent demander des formations, les biologistes peuvent demander des formations, les project managers ont des formations. Donc, il y a des formations en interne pour être capable de former. C'est à la demande, c'est bien sûr au budget disponible, mais c'est quelque chose qui est même très encouragé. C'est si vous avez le désir en fait d'obtenir une formation, demandez-la et le management sera généralement très heureux de vous la former. Moi, par exemple, pendant la crise du Covid, j'avais fait la demande d'une formation en je vais y arriver. ComChem, Computational Chemistry. Voilà, il y a effectivement des formations à l'interne. D'accord. Et au final, si par exemple en externe, est-ce que quelqu'un qui, par exemple, pour devenir directement voilà, faire de la gestion de projet, est-ce qu'il faut arriver avec, voilà, est-ce qu'il vaut mieux avoir par exemple plusieurs compétences comme vous, ou est-ce qu'il faut également, par exemple, un master en plus en management ou voilà. Ou est-ce que juste on va dire plusieurs compétences scientifiques suffisent? Là, pour être honnête, c'est une colle parce que j'ai participé au recrutement de chimistes à l'interne. J'ai jamais participé au recrutement d'un manager de projet. Ou alors, en fait, à chaque fois qu'il y a eu des recrutements de managers de projet au Canada, c'était des recrutements internes. Donc, j'ai pas eu besoin de me poser cette question. Pour ce qui est des recrutements internes, on a recruté des gens qui n'avaient pas forcément de formation en PM, mais des formations en sciences, donc que ce soit des scientifiques, enfin des chimistes ou des biologistes généralement, qui étaient les deux types de personnes qu'on a recrutées. Oui. Et en fait, on a tendance à penser que des gens qui ont, enfin, moi ça c'est personnel, hein, j'engage pas signature dans ce que je vais dire, mais j'ai tendance à penser que des gens qui ont un- enfin, des études en sciences avec un bon bagage opérationnel, qui ont un très bon esprit bien structuré, une bonne éthique de travail, on peut les former après à l'interne sur le management de projet. Et ils seront généralement très capables de faire le rôle. Et en tout cas, pour l'instant, le temps me donne raison. Mm. D'accord. Oh, merci. J'aurais une autre petite question. Dans votre travail de tous les jours, dans le côté organisationnel, dans le côté synchronisation, est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle? Alors, oui. Et comme un peu des compagnies, il y a ce désir justement de travailler avec l'IA en tant qu'outil. Euh, Ce n'est pas encore complètement partagé, c'est-à-dire qu'on a accès à ChatGPT, on a accès à Copilot à certains postes, c'est pas tout le monde qui en a accès. Pour ça, il y a plusieurs raisons. C'est que la première, et ça doit être une question que vous devez toujours avoir lorsque vous travaillez dans une grosse compagnie comme ça, c'est où vont les données? Oui. Parce que vous travaillez avec des données clients qui en réalité légalement ne vous appartiennent pas, elles appartiennent aux clients. Mm. Si je mets moi des résultats biologiques dans l'IA, qui a accès à ces données? Est-ce que je mets en danger ces données? Donc vous devez constamment être en train de vous poser cette question-là, ce qui fait que la majorité des gens n'ont pas accès à l'IA. Le management, généralement, oui, et c'est une IA qui va être à l'interne, ce qui fait que il y a aucun risque de fuite de données. Moi, en tant que PM, oui, je l'utilise. Je l'utilise généralement en tant qu'outil. Ça peut être tout simplement pour traiter euh, comment est-ce que je vais expliquer ça sans donner trop d'informations? Euh,
Ça va être, par exemple, juste pour des fois traiter des budgets. Ça va être, Mhm. voilà, ça va être recalculer certains budgets, mais ou tout simplement, oui, des fois même de la réécriture, comme on est un milieu multiculturel. C'est vrai que mon utilisation la plus courante, c'est tout simplement recevoir un email dans une langue que malheureusement je ne maîtrise pas, être capable de la traduire pour pouvoir répondre. Mhm. Euh, c'est une utilisation qui est vraiment, encore une fois, pour l'instant au niveau de l'outil, plus que autre chose. Ouais, d'accord. Merci. Pas de souci. Et à mon niveau aussi. J'imagine qu'il y a d'autres sphères qui sont Oui. en développement, mais je ne suis pas particulièrement intégré à cette discussion pour l'instant. Je vois que ça évolue, mais je ne suis pas vraiment dedans. J'aurais une petite question. Oui. En tant que PM, vu que vous travaillez à l'interface de plusieurs départements, que ce soit chimiste, biologiste, DMPK, est-ce qu'il vous faut des connaissances particulières en biologie pour intervenir avec ces départements ou pas forcément? Ouais, ça aussi, c'est une très très bonne question. Il y a la réponse officielle qui est normalement non parce que tu vas être formé, parce que en fait, quand tu es PM, comme je disais au niveau de l'organisation, tu as ton leader en DMPK, ton leader en biologie, ton leader en chimie. Et donc la personne qui va répondre pour toi, qui va être capable de t'amener, et de te vulgariser des informations que tu ne connais pas, ça va être ton leader. Maintenant, je vais être honnête, les projets ont toujours une direction bien plus intense, même les projets intégrés. Donc, ils vont avoir une direction beaucoup plus chimiste, même s'il y a de la biologie dessus. Ou au contraire, ça va être un énorme projet de biologie avec quelques chimistes qui vont supporter. Dans ce cas-là, je trouve que avoir des PM qui ont une formation sur le thème principal est quand même stratégiquement à l'interne plus intéressant. Parce que forcément, j'avais parlé de la capacité du PM à être proactif. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour un PM d'être proactif, de voir les problèmes qu'il va y avoir quand il est entraîné sur la matière principale. Donc avoir un biologiste sur un projet qui est majoritairement biologie, ça va permettre au PM d'être beaucoup plus proactif. Ça ne veut pas dire qu'un chimiste ne sera pas capable de le faire. D'ailleurs, je l'ai fait pour certains projets de biologie. Ça demande, je trouve, bah là encore, ça n'engage que moi, ça demande une concentration et un focus ou alors une collaboration avec le lead beaucoup plus intense. Et donc moi, quand j'ai travaillé par exemple sur un projet biologique en étant chimiste, eh ben, je l'ai beaucoup ennuyé, mon lead biologiste. Toutes les semaines, je l'appelais, je disais, OK, je crois avoir compris qu'il y a une autre utilisation de l'IA, par exemple un meeting avec un projet en biologie, discussion de toute une cascade. J'ai une compréhension minimale, on va dire. Aller discuter pendant 1 heure ou deux avec l'IA sur toute la cascade va m'aider ensuite devant mon lead biologique pour comprendre un peu plus et avoir un éclaircissement. J'imagine que plus on a d'années d'expérience, plus ça devient vraiment facile justement de manager des projets qui sont plus chimiques ou plus biologiques. Pour des PM qui sont plus jeunes, moi, à l'interne, j'ai tendance à essayer de placer les gens en fonction de leurs compétences, justement pour une raison de proactivité. Est-ce D'autres qu'il y a, questions? oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que certaines personnes veulent prendre la parole? Profitez-en. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Je pense Je peux pas. peut-être poser une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la possibilité de trouver du travail chez Signature avec un diplôme de master. Est-ce que qu'est-ce qui est attendu de quelqu'un qui a ce diplôme-là et par rapport à quelqu'un qui a une thèse, par exemple? Oh, les attentes sont complètement différentes. En fait, d'un point de vue science, d'un point de vue réalisation dans un lab, c'est sûr que on ne s'attend pas qu'une maîtrise ait la capacité d'exécution d'une thèse, mais on va attendre d'un thésard beaucoup plus d'organisation puis beaucoup plus de leadership. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un que on sait qu'il va prendre en main son temps, on sait que quand on va lui donner une synthèse, il va être capable même de l'optimiser, de la réaliser à temps même d'avoir de temps en temps une équipe avec lui, là où un master va être quelqu'un au début, parce que le but est toujours Hmm. de former, toujours de faire évoluer. Un master va être quelqu'un qu'on va beaucoup plus accompagner,
On va beaucoup plus, j'aime pas ce terme, mais surveiller au début, pour, encore une fois, cette volonté de développer les compétences de la personne. Donc on attend quand même à une certaine rigueur scientifique, bien sûr, mais une fois qu'il est en place à signature, il y a vraiment ce désir de développement et c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir. C'est qu'en tant que chef d'équipe, oui, vous êtes là pour satisfaire le client, mais vous êtes aussi là pour faire en sorte que votre équipe, elle se développe. Et D'accord, on a, développer ses compétences, etc. et son mais autonomie. développé en tant que titre aussi. Donc, Ouais, par exemple, une maîtrise va commencer généralement en research scientist. On en a quelques-uns maintenant, des maîtrises qui sont plus vieilles, enfin avec plus d'expérience, qui ont démontré une bonne compréhension de leur chimie, puis une bonne gestion de projet, qui sont maintenant rendus à senior scientist. d'accord. Donc il y a une évolution de carrière qui peut être très intéressante aussi avec le niveau master Oui, je vais chez être honnête, Signature. c'est plus lent qu'un doctorat. Mm. Oui, forcément, mais c'est possible aussi, hein. C'est possible. Et ces J'en ai eu personnes... Oh, une, pardon. pardon. J'en ai Non, eu non, une c'est dans mon moi. équipe personnellement. D'accord. Effectivement. Et une dernière question en lien avec ça, c'est la proportion dans le recrutement, c'est quoi à peu près Ah, c'est quand même majoritairement des doctorats. Mm. ok. Majoritairement des doctorants. Bah, comme j'ai montré sur la slide précédente, on est 70% de doctorants Ah ouais, à signature. d'accord. Donc oui, c'est quand même majoritairement des doctorants. Mais oui, on recrute des gens à la maîtrise, puis Master, quoi. qui Niveau ont oui, master. c'est ça, un master, et qui, moi, je trouve, hein, ont un niveau après quelques années qui sont excellents, en fait. On a une question subsidiaire dans le chat. Mhm. Quels sont les postes ouverts pour un thésard en chimie médicinale spécialiste en synthèse peptidique actuellement? Alors, il va falloir que je regarde si on a des postes qui sont ouverts actuellement. Ce que je vais conseiller ici, c'est d'aller sur le site internet et il y a moyen de contacter et de postuler. Faites-le, n'hésitez pas. En tout cas, si la compagnie vous intéresse, c'est quelque chose que vous désirez faire, n'hésitez pas à prendre contact parce que vous allez créer des liens et c'est toujours très intéressant de créer des liens. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'ouverts, mais généralement, si vous êtes thésard en chimie médicinale, en synthèse peptidique, l'ouverture va être pour un poste de scientifique. Et pour ce qui est de la synthèse peptidique, donc plus en particulier, on a de plus en plus de projets qui sont liés autour de la synthèse peptidique. On a acheté dernièrement un synthétiseur et on a l'un de nos directeurs qui est spécialisé dans la chimie peptidique, donc qui est en train d'essayer de promouvoir un maximum enfin, des projets en synthèse peptidique. Donc c'est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Donc si vous avez une spécialisation en synthèse peptidique, j'aurais tendance à vous dire, allez sur le site internet, ou même je peux dire le nom ici, contactez John Mancuso. Pas d'hésitation à avoir. Je n'en aurais pas parce que enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a un poste et que si vous contactez Signature, il y aura 100% de chances que vous soyez pris. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis même pas sûr s'il y a des postes qui sont ouverts actuellement. Mais avant de venir ici, je suis allé voir nos recruteurs et ils m'ont dit de toute manière, s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut qu'ils nous contactent Mhm. parce que nous, on veut créer des liens. Mhm. Donc, n'hésitez pas. Parce que si jamais nous, après, on a des postes qui s'ouvrent, vos contacts ne seront pas perdus, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, Oui, ah, super. j'aurais une nouvelle question. C'était par rapport à l'immigration entre France et Canada. Comment est-ce que ça se passait justement? Parce que je sais que les entreprises ont un coût à financer. Moi, si j'y allais de moi-même, il faut au minimum que j'ai 10 000 € sur mes comptes pour prouver que je puisse rester Mhm. au Canada sans avoir besoin d'aide et être entre guillemets legit. Désolé pour le caractère anglais. C'est vraiment comment ça se passe. J'ai une grosse question là-dessus qui est un peu sans réponse actuellement. En fait, déjà pour ton anglais, t'inquiète pas, Montréal, ils sont spécialistes pour parler français et mettre des anglicismes partout. Et j'ai essayé de très très fort pendant cette présentation de ne pas le faire, mais j'ai complètement échoué. Donc pas de souci. Pour ce qui est de l'immigration, oui, j'ai eu la même chose à vous. En fait, être capable de prouver qu'on a des fonds suffisants pour
en fait vivre sans que le Québec ou le Canada en fait subvienne à tes besoins. Généralement, des garants fonctionnent aussi. Prouver que tu as des garants qui sont capables de prendre cette charge. Euh, Avoir un travail aussi va simplifier énormément les demandes. Euh, Là où avant il y avait des facilités, c'était dans les temps de traitement des permis, qui étaient beaucoup plus rapides si on venait de France, qui coûtaient peut-être moins cher. Maintenant, je sais que ça, c'est en train, alors, pas forcément de disparaître, mais je sais que les coûts, ou en tout cas les temps de traitement sont beaucoup plus longs. Il y a des permis accélérés qui sont en train de disparaître, ce qui veut dire qu'on revient à, encore une fois, des temps de traitement plus longs. Pour ce qui est d'une compagnie qui se porte garant, ça, c'est une très très bonne question. Je ne sais pas si Signature se porte garant pour les gens qui souhaitent immigrer. C'est une très très bonne question. Tu me poses vraiment une colle là. Faudrait que j'aille demander, parce que c'est une bonne question. Là où je sais que Signature peut agir, c'est qu'il y a des aides dans l'immigration. C'est-à-dire qu'ils offrent des aides. Moi, ils m'ont aidé pour ma demande de citoyenneté, par exemple. La demande de résidence permanente D'accord. aussi, Signature aide pour la demande de résidence permanente. Donc, il y a un Parce- support de la part de la compagnie. D'accord. Parce que moi, de mon côté, j'avais lu que c'était vraiment très difficile pour une entreprise d'assumer ma venue. C'était pour Cubed, qui fabriquait des principes Ouais. actifs basés sur différents types de champignons. Et typiquement, ils ne pouvaient pas embaucher des personnes qui venaient de l'extérieur et ils étaient recentrés sur le Canada justement pour ce genre de problème-là, en fait. C'est que ça coûtait cher à l'entreprise de pouvoir faire venir, entre guillemets, un immigré pour travailler chez eux. Donc, ça En fait, coupait complètement la ça, possibilité de travailler avec eux. ça coûte cher et il y a un document que la compagnie est censée donné qui est, bah, on a ouvert un poste, on a analysé l'entièreté des candidats québécois, mais non, on veut ce candidat étranger parce qu'on pense que ce candidat étranger est meilleur. Il y a en fait, pour essayer de maximiser des candidats québécois qui sont sélectionnés plutôt que des candidats immigrés, il y a un document en plus que une entreprise québécoise est censée fournir, ce qui forcément bah, demande du temps de travail, demande un coût à l'interne. Donc oui, il y a une complexité à embaucher un immigré. Toujours est-il que bah, si le CV est bon et la compagnie va avoir tendance à vouloir que cette personne vienne chez eux. Donc c'est pour ça que je dis contactez Signature, voyez avec vous. Je sais qu'une difficulté qu'on avait avant, c'est que des fois, quand on a un poste de chimiste qui s'ouvre, parce qu'on a un client qui vient, le poste, il doit être rempli le plus vite possible. Mais s'il y a un plan d'immigration avec un plan d'embauche qui est discuté avec la compagnie, bah, ça peut être, oui, mais je vais commencer dès maintenant mon immigration, ça va me prendre tant de mois, et au moins c'est discuté avec la compagnie que ça va prendre tant de mois avant que vous arriviez. C'est pour ça que je dis prenez contact avec eux, posez vos questions et voyez, parce qu'il n'y a peut-être pas de poste maintenant, mais il y a peut-être des postes plus tard qui ouvriront. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question ou si c'était assez clair. Si, si, impeccable. Merci beaucoup. C'est ça. Mais ça, Et bah, ce que Clarisse a dit, normalement, tu as deux types de permis possibles, le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé lié à une entreprise. Pour un petit peu plus de précision, le permis de travail ouvert, c'est que tu vas venir, tu vas pouvoir travailler dans n'importe quelle compagnie. Là où un permis de travail fermé, c'est une compagnie qui se porte garant pour toi, mais tu ne peux pas changer de compagnie. Il y a d'autres types de permis qui vont dépendre aussi en fonction de si tu as fait tes études au Québec ou non. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train d'arriver là dans les derniers mois, même, j'ai envie de dire. Il y a eu un changement, je crois, le dernier, c'était en décembre. Comme je dis, il y a un durcissement un petit peu de l'immigration au Canada, ce qui fait que pour un Français, D'où ça la devient, question, ouais, d'où, c'est d'où plus la dur question qu'avant, là. géopolitique un peu Ouais, en amont. en fait, c'est toujours Ça paraît possible. compliqué maintenant. En fait, c'est toujours possible. C'est juste, si tu connaissais les anciennes méthodes, bah maintenant, ça paraît plus difficile. Mais finalement, c'est toujours possible. En fait, ça demande effectivement plus de travail. Ça marche. Merci beaucoup pour les réponses à mes questions. C'était, Pas de souci. Puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas envie de poser ici, mais que vous avez plus tard, de
contacter différemment et j'aurai pas aucun problème à vous répondre par différents médias. Super, c'est très gentil, Vincent. Très, Donc, très pas de gentil. souci. Est-ce qu'il y a une petite dernière question? Si quelqu'un veut se lancer, c'est le moment. Sinon, eh bien, on va dire vraiment un grand merci à Vincent pour votre présentation. Merci d'avoir répondu à toutes les questions de nos étudiants, de nos doctorants. Merci à vous pour votre participation, pour toutes vos questions. N'hésitez surtout pas, voilà, à contacter voilà, Vincent ou nous contacter également si vous avez d'autres questions. Si vous avez également qu'on organise des sessions AMA assez régulièrement. S'il y a un métier que vous souhaiteriez voilà, connaître davantage, n'hésitez pas à nous soumettre également vos propositions et on essaiera de vous aider au maximum. Donc voilà.